Soyez les bienvenus. Je suis Bambi Keupens, je suis anthropologue, je travaille comme chercheur au Musée royal de l'Afrique centrale. Les intervenants autour de moi ont donc chaque 10 minutes pour se présenter et pour répondre à 3 questions. La première question, que transmettre du passé colonial congolo-belge dans les cours d'histoire à l'école? Transmettre, c'est aussi apprendre. Enseigner, c'est aussi apprendre. En Belgique, c'est toujours assez émotionnel et compliqué de parler du Congo. Parce que entre clichés et préjugés, entre émotion et mémoire, souvent, il y a très peu de place à la compréhension. J'ai été l'auteur en 1984, ici, du premier travail qui a été fait sur le regard belge sur le Congo, qui s'intitule Zaïre 1885-1995 et 1985, 100 ans de regard belge. D'abord, il est important de prendre son temps, de réserver assez d'années. J'en proposerai 2, 5e et 6e primaire et secondaire, pour parler des périodes chevauchantes de l'impérialisme et du colonialisme, à savoir du Crystal Palace en 1851 à l'Expo 58 à Bruxelles, ainsi que de la décolonisation et de la post-colonisation, à savoir de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui. Deuxième point, il est important d'expliquer avec les outils pédagogiques appropriés pour les différents âges que le colonialisme était un système de gouvernance politique et d'exploitation économique. Un système dans lequel l'État colonisateur catégorisait toute une population de façon à la rendre exploitable, ou bien par le colonisateur ou par les entreprises privées. Troisième point, souligner que ce système était aussi bien le laboratoire et le site de fabrication de tout ce qu'on appelle aujourd'hui white privilege, à savoir la racialisation des inégalités mondiales et la distinction entre noir et blanc. Dernier point, il est important d'accentuer que ce système de gouvernance, exploitation racialisée s'est répandu et se répand toujours encore dans le monde entier. Je pense que la meilleure façon de transmettre l'histoire en Belgique, ce serait d'abord de faire une sorte d'anthropologie sociale sur ce qu'était la Belgique quand elle a été créée en 1830, avant et après. À quel moment, dans quelle situation était la Belgique de Léopold II? Léopold II. On ne peut pas parler et transmettre l'histoire de la Belgique au Congo sans aller en amont, faire comprendre ce qu'était le Congo de Léopold. Je pense que dans la bibliographie historienne et dans l'histographie, les Congolais n'ont pas versé encore leurs pièces au chapitre. Nous parlons ici, grosso modo, de la bibliographie belge, du récit belge qui fait partie de l'histoire. De l'Holocauste de Léopold II, jusqu'à ce que la Belgique soit amenée à prendre des responsabilités pour corriger ce qu'était cet holocauste et cet esclavage. Je pense que les jeunes ont besoin d'abord de comprendre d'où ils viennent, d'où vient la Belgique elle-même. Parce qu'on peut juste... L'histoire n'a pas commencé qu'avec la colonisation. L'histoire a commencé avec la propre histoire de la Belgique, sa propre colonisation, quand elle se sépare des Pays-Bas. On peut même considérer que le prolétariat belge n'était pas aussi bien loti que le prolétariat congolais. Donc, je pense que transmettre, c'est d'abord avoir le courage d'assumer le récit. Je ne dis pas assumer l'histoire, d'assumer le récit. Et si nous regardons aujourd'hui, la matière la plus tangible et la plus palpable, la plus transmettable, elle est dans le récit. Parce qu'en Belgique, malheureusement, et c'est une vérité, les historiens de Belgique, ce sont des historiens des institutions. Donc c'est des... Pour répondre à ces questions dont j'estime les réponses nécessaires au regard des 3 questions de cette table ronde, j'ai jugé utile de parler d'un rêve.
rêve d'un personnage de Belgique totalement absent des débats sur le passé colonial. Je cite le roi Léopold Ier. Le contenu de son rêve permet, dois-je le rappeler au passage, d'avoir une idée de ce qui conviendrait de transmettre, d'enseigner dans les écoles de Belgique et par extension dans les écoles d'ailleurs et pourquoi pas dans les écoles du Congo. Son rêve, il l'a exprimé dans une citation à jamais mémorable, je cite, « La Belgique, repliée sur elle-même, est une chaudière sans soupape », fin de citation. Cette parole perdue dans le pli de l'histoire, cependant riche de contenu, était le début des révélations d'une perspective, d'un programme, d'une entreprise aux perspectives d'expansion coloniale alors insoupçonnées. C'est ce qui me permet de retenir ce qui suit. Primo, la colonisation était un moyen de survie pour la Belgique par la conquête. Sans cette colonie, la Belgique n'aurait pas réussi à faire face aux conséquences de la rupture avec la Hollande en 1830, donc date de l'accession de la Belgique à l'indépendance. Moi, je les ai pratiqués. Ils n'ont pas de fantaisie, ils n'ont pas d'utopie. Ce sont des fonctionnaires de l'histoire. Donc, quelque part, je pense que quand on regarde les gens qui ont vécu au Congo, on trouve là de la matière. Parce que, quelque part, il y a de la matière chez des hommes et des femmes qui racontent leur vécu. Mais ces vécus doivent être sériés en plusieurs périodes. Le Belge qui arrive au Congo après Léopold et les Belges qui arrivent après la Deuxième Guerre mondiale ne racontent pas la même chose. La colonie, et ceci n'est pas un jugement de valeur positif ou négatif, institue par définition un nouvel ordre qui est inévitablement de l'ordre de l'irréparable. Parler même de réparation ou de vengeance, de dédommagement, d'indemnisation, de compensation, c'est rester en deçà de ce qui a eu lieu, voire de ce qui continue. Que faire? Telle est la question face à l'impossibilité de la réparation, qui est beaucoup plus grave que l'impossibilité de remonter dans le temps jusqu'à un avant de la colonisation. Quelle attitude adopter face à l'absence de solution? Une seule alternative, choisir son camp politico-philosophique. Ou bien exiger, extorquer, arracher, malgré son impossibilité, une forme de réparation, fût-elle partielle, négociée ou symbolique, et ce faisant, entretenir jusqu'à la fin des temps la plus triste des passions, celle du ressentiment et de la culpabilité, car il restera toujours un solde, un reliquat, une cicatrice, un ressort pour de la haine, tôt ou tard partagée. Le ressentiment et la culpabilité sont les deux faces de la même jouissance morbide face à l'irréparabilité de l'irréparable. D'où, par exemple, peut-être l'absence obstinée à la présente table ronde, ce soir, du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, qui ne daigna pas même répondre à notre invitation, sans doute parce que l'organisateur de la table ronde, le collectif manifestement qui vous parle, a la peau majoritairement blanche. On croit rêver, ou plutôt pleurer. Tout à l'heure, j'écoutais un monsieur qui parlait, il parlait d'officiers, etc., de soldats qui vivaient leur époque. Je refuse ce postulat-là. Parce qu'à l'époque de l'esclavage, messieurs et dames, il y avait quand même des blancs anti-esclavagistes. J'en regrette. Au temps de la colonie, il y avait des blancs anticoloniaux, il y en a plein. Donc je refuse ce discours, il n'y a pas de contexte. L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Aujourd'hui, il y a 2 siècles. Et il y a toujours des gens qui ont considéré que l'homme était l'homme. Bref, il faut choisir son camp. Ou bien on installe une logique de réparation, ou bien
Et c'est l'option du collectif manifestement, quand il a décidé, décrété, organisé, constaté, avalisé, fomenté, publié le rattachement de la Belgique au Congo. On peut préférer se sortir de l'impasse par le haut, en prenant de la hauteur, en constatant de haut que l'impasse est sans issue, et que telle est sa chance. Car que peut-il se passer dans l'immobilité de l'impasse, sinon une diabolique fascination réciproque? Tel est le point de départ et d'arrivée de l'aventure du rattachement. C'est à une multiplication des entreprises de désenvoûtement, mieux de désensorcellement réciproque entre la Belgique et le Congo qu'il faut s'adonner avec énergie, méthode et joie. Désamorcer la frontalité du tête-à-tête stérile, lui préférer le tête-à-queue en retournant l'histoire cul par-dessus tête, sans rien nier, occulter, refouler du passé, au contraire, en le sublimant, en l'exacerbant, en le magnifiant. En clair, ou bien on fantasme le mirage d'un impossible retour en arrière, ou bien, et c'est le cœur toujours palpitant du rattachement de la Belgique au Congo, on travaille à un salutaire retour en avant. Voilà la première chose du passé colonial congolo-belge à transmettre dans les cours d'histoire à l'école. En cette matière, comme en tant d'autres, il faut choisir son camp. Et ne vous en faites pas pour la vérité, elle reconnaîtra les siens. Secundo, les terres conquises par le roi Léopold II, appelé l'État indépendant du Congo, après la conférence de Berlin, où Congo belge à partir de 1908, n'étaient pas des déserts, des terres sans maître, sans premiers occupants, ni sans civilisation. Tertio, ces civilisations étaient bien sûr différentes, mais elles répondaient au rythme de l'évolution et du génie propre des populations locales, alors maîtres de leur destinée. Quarto, la mise en valeur était un mécanisme de création des conditions nécessaires à l'exploitation de ces terres et de tant d'autres richesses, ivoire, et j'en passe, et aussi un mécanisme d'extraversion tourné vers l'enrichissement de la métropole. Quinto, l'immigration était une chance pour la Belgique, une source d'épanouissement, une histoire de naissance de la diaspora belge outre-Atlantique, transfrontalière et à l'origine de la solidarité de nos oncles d'Amérique. Sexto, les navigateurs, les explorateurs, les découvreurs, les soldats, missionnaires étaient des hommes de leur temps et de leur époque, des personnages ethnocentriques, des héros et des conquérants aux missions bien sûr différentes, mais plutôt convergentes vers un but commun, faire de la Belgique une puissance et alors une puissance coloniale. Septimo, la civilisation, la mission civilisatrice est donc une notion à relativiser pour ne pas s'attirer des réprobations et se donner de la bonne conscience. Les défenseurs de la colonisation ou de la mission civilisatrice se sont évertués à glorifier le passé colonial, à mettre en avant ses apports positifs, en prenant bien soin d'occulter les côtés sombres et même les horreurs. Donc voilà, je voulais parler de Tintin au Congo. Il y a des gens il y a une grosse polémique, il faut l'interdire. Moi, je dis toujours que Tintin au Congo, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, j'aimerais bien qu'on nous fasse lire des guides destinés aux coloniaux qui partaient au Congo en partance pour le Congo. Moi, j'en ai lu quelques-uns. Je ne sais pas, on trouve des phrases comme « Un noir, on ne s'adresse à lui qu'à la deuxième personne du singulier. On ne s'adresse jamais à lui avec la deuxième personne du pluriel. Vous n'adresserez la deuxième personne du pluriel que lorsqu'il y a plusieurs noirs. » Voilà, des choses comme ça. Ou bien la chasse aux zèbres, et la passe et le boy.
Donc c'est des choses comme ça, je crois qu'il faut écrire des lettres d'officiers qui écrivent à leur maman, ma maman chérie, et puis il explique, il y a une lettre A4, où il explique comment il est parti, il a débarqué à Mwanda, comment il a été jusqu'à, je sais pas moi, à Lac Tumba, par exemple. Mais de là à là, je sais pas, ça doit faire 600 km, un truc comme ça, Balouf. 800, ouais, voilà, c'est 800 morts. Et il explique ça à sa maman comme si tout était normal. Je crois que c'est ça qu'il faudrait montrer dans les cours d'histoire. Les cartes postales, où on voit qu'on est en train de pendre un homme et on envoie ça à sa famille. D'histoire. Donc le modèle scolaire, c'est toujours axé un peu à l'époque où il n'y avait même pas l'imprimerie, qu'il y avait quelqu'un qui lisait un texte que les autres devaient transcrire et alors apprendre par cœur. Ce que moi je me rappelle de mes cours d'histoire, franchement rien du tout. Je me rappelle combien quand même que j'ai fait un travail autour du Congo. Et là c'était, je ne sais pas si c'est toujours maintenant comme ça, mais à l'époque c'était donc au secondaire, au 6e année, il fallait faire une épreuve de maturité aussi. Donc, et ça c'était un genre de mémoire qu'on devait écrire, mais qui couvrait toute l'année. Vous aviez toute une année pour faire ce travail. Et donc il fallait réussir à ça aussi pour pouvoir accéder à l'université. Là, ce qu'on devait faire, c'était on devait choisir un pays et donc décrire tous les aspects de ce pays. Donc ça, c'était le devoir. Et moi, j'avais pris le Congo comme pays. Et donc, on était au 6e. Et là, au secondaire, je ne suivais pas trop les cours. Et cette preuve de maturité, c'était quelques semaines avant qu'on devait le donner, j'ai dû vite le faire et j'ai transcrit en fait tous d'un livre. Mais j'ai arrêté en 60 dans ma description du Congo. Et moi je pensais que j'allais rater cette preuve de maturité parce que j'avais arrêté à 60, parce que j'avais plus le temps pour aller plus loin. Et mon prof qui m'aimait bien, la première question qu'il se posait, Philippe, tu t'es arrêté en 1960, est-ce parce que tu penses qu'il n'y a rien qui a changé après que le colonialisme a toujours perduré? Je pense que c'est à la Belgique d'affronter les questions de sa propre mémoire et de commencer sa propre décolonisation. Et là, nous, Congolais, on peut participer à aider la Belgique à se décoloniser. Merci. Nous estimons que l'enseignement de l'histoire du Congo ne doit pas se limiter à la période de la colonisation, mais doit être une véritable histoire du Congo avant, pendant et après la colonisation. Mes collègues ont remarqué au cours de contacts avec des étudiants congolais universitaires ou de dernière année d'humanité qu'ils mentionnaient souvent n'avoir aucune notion de l'histoire de leur pays et qu'il manquait de repères. Une partie importante de la diaspora congolaise se nourrit actuellement de slogans anticolonialistes et il est certain qu'une identité nationale, la conscience de faire partie d'une famille, d'un groupe, d'une nation, ne se construit pas sur des éléments destructeurs, mais sur des valeurs positives, sur des faits marquants, donnant la fierté d'appartenir à un groupe, à une nation. La fierté de citoyens basée sur l'histoire nationale et aussi la fierté de citoyens de pouvoir juger, approuver, critiquer et participer à la vie publique de leur nation. Et nous nous sommes interrogés pour apporter une réponse à ces préoccupations exprimées par les étudiants. Et il faut bien dire que dans tous les pays du monde, les combats, les batailles, les guerres sont toujours un des principaux facteurs de la cohésion nationale. Durant la période de la colonisation du Congo, qui a englobé les 2 guerres mondiales
et en dehors du fait que le commandement était étranger, les militaires congolais ont montré des qualités exceptionnelles de courage, avec des victoires sur les Allemands en 1916 à Tabora, en Tanzanie, et contre les Italiens à Sayo, en Abyssinie, en juillet 1941. Et il faut aussi se débarrasser d'un imaginaire qui est à nous, qui est un imaginaire collectif, qui est sur tous les continents. L'homme noir, la femme noire. Donc voilà, et donc pour moi il faut vraiment tout enseigner, parce que quand vous saurez tout ce qui se passe, c'est là que peut-être on peut ouvrir les yeux, sinon rien du tout. Et en tout temps. Je passe à un tout autre sujet. J'en viens rapidement à des faits concernant la population congolaise lors de la révolution Simba en 1964 et de l'instauration de la République populaire du Congo-Stanleyville 1964. Il est regrettable de constater que les faits qui suivent et qui concernent le courage exceptionnel de la population congolaise, les témoignages d'estime, d'amitié, de fraternité avec la population belge dans ces événements tragiques seraient tombés dans l'oubli le plus complet sans ce long travail de recherche que certains d'entre nous ont entrepris. Cette révolution Simba, qui s'est propagée dans environ 2/3 du Congo en 1964, a provoqué l'assassinat de dizaines de milliers de Congolais. Sur base de critères d'évaluation que nous avons établis, le nombre minimum de Congolais assassinés est de 50 000, mais nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'un chiffre minimum et certaines évaluations vont jusqu'à 900 000 victimes. Je tiens à dire malgré tout que ces évaluations faites par des pouvoirs publics, aussi bien belges que congolais, ont exagéré, je crois, ce chiffre. Quant aux Belges, ce n'est environ que 3 mois après, en fin octobre 1964, qu'ils ont été véritablement menacés et le nombre de victimes est d'environ 450 personnes. Sans l'intervention de la population congolaise qui a agi au péril de sa vie, ce chiffre aurait été nettement plus élevé. Allez droit au but et montrez aux enfants, nos enfants s'il vous plaît. Montrez aux enfants. Et peut-être là on va sauver les générations futures. Nous c'est déjà mal barré, moi en tout cas. Je compte peut-être sur les petits comme les pichos là. Voilà, peut-être un jour avant de mourir il va toucher les fruits, mais moi ici zéro, c'est foutu. Donc voilà les enfants. Tout. Tu as entendu Bambi? D'abord, c'est une question extrêmement délicate, vu le temps actuellement consacré à l'enseignement de l'histoire en général, et pas seulement de l'histoire du Congo, dans le cycle secondaire. On parle de 2 jours par an, ce qui est rien. Mais bon, soit, il faut faire avec ce que l'on a. Donc, il est nécessaire de faire un choix judicieux de thèmes. Or, ces thèmes ne peuvent se décider aujourd'hui que dans ce qu'on peut appeler un cadre belgo-congolais. Ça n'a pas de sens pour moi. Et là, je me réfère à une séance qui a eu lieu à l'Académie au mois de décembre, dont certains d'entre vous ont peut-être vu à la télévision, qui était un tournoi d'éloquence, dans lequel le professeur Ndewel et le professeur Etambala et le comte d'Avignon ont fait, c'est assez amusant, une proposition conjointe qu'il était grand temps d'écrire l'histoire du Congo des Belges à 4 mains. C'est-à-dire, arrêter d'écrire entre les Congolais écrivent leur histoire, les Belges écrivent leur histoire. Il dit il faut créer un comité d'historiens qu'ils vont écrire à 2 ou à 4, peu importe, un comité équilibré d'historiens pour reprendre l'histoire et l'écrire de façon, compatible pour les 2 parties. Je soutiens cette proposition qui a été faite. Alors, en ce qui concerne le contenu, je pense qu'il est grand temps de présenter la vérité historique, tous les faits, rien que les faits. Il ne s'agit pas de cacher le négatif, mais aussi il ne faut pas cacher le côté positif. Il faut présenter les 2 choses.
Alors je m'aperçois que lorsqu'on essaie de présenter les faits, on n'est pas tellement suivi. Les historiens ont tendance, ça a été dit tout à l'heure, ils sont un peu idéologues. Donc ils présentent leur vision de l'histoire. Et là, il faut absolument évoluer dans ce sens-là, parce qu'on peut présenter l'histoire de façon avec les lunettes des communistes, et puis les lunettes des libéraux, des capitalistes, c'est chaque fois une histoire différente. Donc il est grand temps qu'on se mette d'accord sur ce que de faire une vérité historique et une histoire scientifique dénuée de toute idéologie. Que les Congolais, et je pense à ceux qui sont ici en Belgique, peuvent être fiers de ce que leurs parents, peut-être leurs amis, en tout cas des membres de la population de leur pays, ont fait pour venir en aide aux expatriés, surtout belges, au péril de leur vie, et l'ont parfois payé de leur vie. Et mieux que les slogans qui sont dans l'air du temps et qui ne reposent souvent que sur aucune étude sérieuse, ces témoignages donneront peut-être une vision plus fidèle à la réalité de relations que Congolais et Belges ont entretenues durant cette période de colonisation et ont continué après le 30 juin 60. Je suis d'avis qu'effectivement, il est important de parler de l'histoire congolaise comme étant, en tout cas, l'histoire de la colonisation comme étant une histoire commune, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu la colonisation jusqu'à l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a une résultante qui en découle, donc c'est important de mettre ça en avant et de continuer à en parler au sein des écoles. Je voudrais aussi qu'on essaye d'apprendre, en tout cas dans les écoles, à la reconnaissance en fait de la souffrance du peuple congolais par rapport à l'histoire. Je pense que c'est important, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas cité ça. Je pense que c'est vachement important de le signaler et de dire qu'effectivement il y a eu souffrance, il y a eu abus, il y a eu envie de prendre le territoire congolais au prix du peuple congolais. J'aimerais aussi qu'on apprenne aussi aux enfants dans les écoles, qu'on apprenne que les Congolais ne sont pas des grands enfants et qu'ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur éduque ceci ou cela, ou qu'on leur apprenne à parler, qu'on leur apprenne à manger avec des fourchettes, qu'on leur apprenne à s'habiller avec des cravates, qu'on leur apprenne à porter des chemises. Non, les Congolais ne sont pas des grands enfants. C'est important pour moi de les signaler. Que non plus, en fait, que pour les Congolais, on n'a pas besoin qu'on nous considère comme... Moi, je parle en tant que Congolais personnel. Je n'ai pas besoin qu'on me considère comme un brave. Je n'ai pas besoin qu'on me donne une médaille de quelque chose ou de je sais pas quoi pour avoir une reconnaissance particulière vis-à-vis de la Belgique. Je pense que c'est important qu'on prenne en considération et qu'on explique en fait que c'est juste des êtres humains, qu'on est des êtres humains et qu'on a la même valeur belge ou français ou italien ou peu importe, que ces valeurs sont exactement les mêmes partout. Dans ce contexte-là, vous savez, il y a quelques années, un dossier pédagogique conçu et financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles a créé un document à l'usage des professeurs du secondaire, un cours avec des extrêmement bien structurés, mais une hérésie sur le plan du contenu, parce qu'on parlait, pour commencer, le Congo, c'est les mains coupées. Voilà, c'est le premier chapitre, le Congo, mains coupées. Ça, c'est évidemment totalement inadmissible, et ce n'est pas le modèle qu'il faut suivre. Alors, pour terminer, le dernier point, c'est de montrer et démontrer les aspects positifs du modèle belge comparé à ceux de ses voisins français, anglais, allemands et hollandais. Le modèle belge est un modèle parmi d'autres modèles de colonisation, et ce modèle est un modèle tout à fait exceptionnel qui a été reconnu par tout le monde, par tous les historiens sérieux. Par exemple, les Belges n'ont jamais utilisé leur force métropolitaine pour faire régner la paix au Congo. Les Belges ont développé le Congo pour lui-même. Voilà, donc je pense que ça doit être souligné, et voilà, je m'arrête sur ce point-là. Je pense que c'est important aussi de mettre en valeur aussi l'apport de
de la richesse congolaise au sein d'un pays comme la Belgique et de mettre ça en parallèle avec l'espace qu'on laisse à l'espace colonial dans le parcours scolaire. C'est très important parce que je pense que ce qui est complexe aujourd'hui, c'est que effectivement, moi ayant grandi ici et plein d'autres jeunes qui ont grandi ici en Belgique, d'origine congolaise ou de famille venant du Congo, on a vraiment le sentiment de ne pas avoir d'espace, de ne pas exister, d'être nulle part en fait. Et je pense que ça, c'est déjà dû à l'histoire, de la non-reconnaissance que quelque part la Belgique ou Bruxelles ou toutes les grandes villes belges se sont construits sur les richesses du Congo. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire encore, que je soutiens mon grand frère qui s'est levé et qui est parti, parce que je ne peux pas entendre non plus parler de modèle colonial comme étant un modèle positif et que certains modèles étaient mieux que d'autres et qu'il fallait analyser les modèles. Je trouve que voilà, il y a quelque chose qui est important vraiment d'enseigner dans les écoles. Et cette phrase, pour moi, c'est « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Merci beaucoup. On passe maintenant à la deuxième question. Par-delà la violence de la colonisation-néocolonisation, celle-ci aboutit à une situation de dette réciproque entre le Congo et la Belgique. À l'heure actuelle, cette dette s'annule-t-elle parfaitement? Presque pas du tout. Dans cette question, une telle violence. Imaginez-vous, on dirait à un enfant né d'un viol qu'il a des dettes envers le violeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette violence. Et la somme de ce qui s'est passé au Congo, de l'esclavage et de l'Holocauste de Léopold II, l'infantilisation, l'abêtissement, la chosification des Congolais, et même la violence post-coloniale, parce que la colonisation au Congo n'est pas terminée. Vous vous souvenez bien qu'en 2004, on a amené Kabila ici pour faire allégeance et faire un beau discours à Léopold II. Vous vous rendez compte? C'est comme si les Juifs feraient un discours à Hitler. Et le Congo n'a pas de dettes et n'en aura pas. Et nous ne réclamons rien. Je pense que c'est à la Belgique d'affronter sa propre conscience. Sans le Congo, la Belgique n'aurait jamais existé sur une carte quelque part dans le monde, où on aurait dit, c'est comme si quand on a demandé à Mitterrand qu'est-ce qu'il pensait de l'Union européenne, il a dit, mais vous vous rendez compte, on n'a pas encore compris la Belgique et vous voulez qu'on comprenne l'Union européenne. Donc il faut affronter au-delà de chaque fois qu'on affronte ces questions en Belgique, on est toujours dans cette mémoire comme si ceux qui sont allés au Congo ont quelque chose à défendre. Vous savez, on a l'impression que leur mémoire est tellement importante qu'ils veulent défendre l'indéfendable. Les hommes et les femmes sont allés au Congo. D'abord, la Belgique, dans l'état où elle était, n'a jamais envoyé au Congo ses meilleurs éléments. Elle n'en avait pas. Il y avait déjà en Belgique 30% d'illettrés. Donc comment la Belgique pouvait envoyer ses meilleurs éléments en colonie? Elle en avait besoin ici. Donc, sans juger les hommes, le Congo n'a aucune dette. La question de la dette, non, évidemment pas. Elle ne s'annule pas. Il faut au moins 3 démarches. Les excuses, la première démarche, ce serait les excuses officielles par le Premier ministre belge, de préférence pendant l'inauguration de la nouvelle place Patrice Lumumba. Les excuses doivent porter sur le double meurtre de Lumumba. Premièrement, le meurtre de Lumumba signalait la fin d'un Congo proprement décolonisé, le début raté d'une post-colonie qui souffre toujours à cause de cela. Deuxièmement, l'assassinat de Lumumba était une tentative d'étouffer les expériences coloniales des colonisés. Le deuxième meurtre de Lumumba est un attentat contre le passé colonial belge. Deuxième démarche, restitution des objets d'art, des archives et surtout les restes humains à condition que ceux qui les reçoivent savent gérer ces restitutions. Troisième démarche, des relations économiques plus justes pouvant s'ajouter à des indemnisations plus précises. Je ne crois pas qu'une indemnisation du Congo de Kabila est une bonne chose. On ne peut pas, ne fût-ce que
la notion de la dette est déjà une escroquerie postcoloniale. Aux hommes et aux femmes qu'on a chosifiés, on a fait une ritournelle que celle la Belgique sait faire. On a dit après 60, maintenant on va faire la coopération au développement. Vous avez été incapable durant 80 ans à faire du développement. Et après l'indépendance, on a dit on va faire les développements, la coopération. Et derrière la coopération est sorti le mot aide. Et derrière l'aide est sorti le mot dette. Mais le Congo n'a pas de dette. Que reste-t-il de ce passé colonial? Je pense qu'il reste le triomphe du récit glorieux du passé colonial, c'est-à-dire un triomphe du récit glorieux qui tende à accréditer que c'est le Congo qui a le plus coûté à la Belgique, que le Congo était une terre d'héroïsme où la Belgique perdit le plus vaillant et dévoué de ses filles et fils pour le progrès au cœur de l'Afrique et donc un grand bénéficiaire de la colonisation depuis l'État indépendant du Congo. Que la Belgique a doté les populations locales d'un État, d'un cadre administratif, d'une unité nationale, d'une infrastructure utile pour le développement. C'est peut-être vrai aussi, on peut le reconnaître, que la Belgique aussi a préparé ou du moins mis en place des élections libres et démocratiques en 1957, puis en 1959 et les élections de 1960. C'est les premières élections et peut-être jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu des élections aussi libres et démocratiques. Mais il faut dire qu'à quel prix les populations locales ont payé pour cela. Petite anecdote historique qu'on a tendance d'oublier de l'histoire. Le roi Baudouin pensait en fait devenir le roi du Congo après l'indépendance du Congo. On avait créé un truc comme la communauté belgo-congolaise, et qui autre que le roi pourrait présider cette commission. Ça c'est un peu l'idée. Et donc il y a un voyage que le roi Baudouin entreprend le 17 décembre 1959, un voyage dont on parle presque jamais, qu'on essaye d'effacer de l'histoire. Mais donc le roi Baudouin part au Congo le 17 décembre 1959, une date qu'il a bien choisie, c'était en fait le cinquantenaire du décès de Léopold II, son arrière-grand-oncle. Et donc il part au Congo sans avertir le gouvernement, donc ça c'est vraiment très exceptionnel. Et donc sa justification, c'était je vais pour des raisons personnelles, je vais affleurir le monument de Léopold II au Congo en hommage de son œuvre civilisatrice au Congo. Qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas à Léopoldville, où on pensait s'il veut honorer Léopold II, il va à Léopoldville, non, il va tout de suite à Stanleyville, où le Mumba est emprisonné, qui a juste tenu son grande conférence de son parti, et donc il y a eu des émeutes, tout manipulé. C'est le colonel Logiste qui était le chef de la police de la force publique à l'époque, le colonel Logiste qui était aussi juste un mois avant au Rwanda pour renverser les relations hiérarchiques entre les Hutus et les Tutsis. Mais donc Baudouin arrive là à Stanleyville, et tout le monde pense évidemment que ils sont surpris que le roi arrive au Congo, il ne va pas à Stanleyville, ils pensent tous qu'il vient libérer le Mumba. Et le monument de Léopold n'est pas loin du prison de Stanleyville. Et donc quand les Congolais ont appris que Léopold Baudouin ne vient pas pour libérer le Mumba, donc c'est des bagarres, des bombes lacrymogènes, des cases, enfin, des émeutes, quoi. Et donc à la fin, donc des heures après, le roi arrive enfin à la statue de Léopold II, qui n'était pas loin de la prison, et là le gouverneur de la province orientale, Pierre Leroy, qui l'accompagnait, il a tenu un journal privé édité à 100 exemplaires hors commerce. Et donc là, il raconte ce que le roi lui a dit quand ils arrivaient enfin au monument de Léopold II. Bref,
je vais citer une phrase, mais c'est très intéressant de lire tout ce qu'il a dit, c'est une page, quoi. Mais donc là, le roi dit, nous allons abandonner le Congo dans la honte avec beaucoup de morts. Donc à partir de là, tout doit passer très vite. Il reste 15 jours au Congo, passe Noël avec Tshombe qui lui offre déjà la sécession, qui dit non, pas encore. Le 2 janvier, il retourne en Amérique, en Belgique, mais le lendemain, il est déjà en avion de nouveau voir Eisenhower aux États-Unis. Donc à partir de là, tout doit aller très vite, table ronde tout de suite, l'indépendance tout de suite, et puis l'indépendance, et après une semaine, c'était foutu. Relever des choses qui me semblent beaucoup plus importantes, c'est d'abord l'affaire des années 60. Et je pense que j'ai dit quelque chose en aparté, c'est que le Belge qui était au Congo, tous n'étaient pas partis pour chicoter les Congolais, pour faire du mal aux Congolais. Il y en a qui sont partis à très bas âge, emportés peut-être par l'idéal humaniste. Mais j'ai l'impression, par mes analyses de contact que j'ai eues avec les grands chefs rebelles, j'ai rencontré Gouigny Christophe à Kinshasa, qui est mort il n'y a pas si longtemps. J'ai rencontré Soumialo, qui n'est pas mort, qui n'est pas mort aussi si longtemps. Ce sont des grands chefs militaires qu'on appelle les grands chefs Simba. Et je pense que la Belgique, c'est-à-dire le pouvoir de Bruxelles, ne disait pas la vérité à ces Belges de bonne volonté qui étaient au Congo. Et c'est exact qu'il y a un gros problème de dette et de reconnaissance de dette à régler entre les Belges et les Congolais. Mais je reviens de nouveau à la proposition que j'ai faite tout à l'heure. Je crois que c'est un comité belgo-congolais qui doit se pencher sur ce sujet et trouver une bonne réponse. Et moi, honnêtement, je ne l'ai pas, la réponse. Il faut bien sûr reconnaître ces dettes réciproques. Par contre, si on parle sur le plan financier, lorsqu'en 1960, personne ne contestait les chiffres, ici qu'on publie dans la plaquette que l'UROM a publiée, le Congo avait un PIB équivalent à celui du Canada, une infrastructure et une économie dans un état exceptionnel. Les chiffres sont indiscutables, donc il n'y a pas de souci. Depuis Léopold II, chaque année, l'État indépendant du Congo et la colonie belge publiaient dans le journal officiel ses comptes, ses budgets, ses dépenses, d'où provenait l'argent et comment l'argent était dépensé. Donc sur le plan de l'étude de la dette, il n'y a aucun souci. Tous les chiffres sont là, je ne les connais pas, mais ils sont disponibles dans les documents officiels. J'ai eu cette impression-là. Il s'est joué beaucoup de choses sur leur tête. Évidemment, on a parlé ici concernant par exemple les massacres des Belges, les massacres des religieux. Mais on n'a jamais dit ici en Belgique que dans les églises catholiques du Congo, il était demandé de faire des intentions de prière pour tuer Lumumba, pour que Lumumba soit tué. On n'a jamais dit ça. Dans les églises, dans les Kasaï, un peu partout, ça se faisait. Prier pour que le communiste Lumumba puisse mourir. C'est-à-dire que l'Église était déjà impliquée aussi dans la guerre. Soit dit en passant, tous ces documents officiels, grâce à l'Académie royale des sciences d'outre-mer, en 2015, ont été scannés et sont disponibles sur Internet. Donc il suffit d'aller sur Internet, de voir d'aide de la Belgique au Congo, la structure financière du Congo, tout ça se trouve actuellement sur Internet, facilement accessible. Donc je pense que pour les historiens, ils ont une masse d'informations à étudier. Par contre, quand on parle maintenant de la dette du Congo, en 1960, il y avait un équilibre entre l'actif et le passif. L'actif était les emprunts du Congo et l'actif, l'infrastructure du Congo, qui était tout à fait remarquable. Nombre de bateaux, nombre d'avions, je ne vais pas passer des heures là-dessus, mais il était indiscutable. Et je dis, les chiffres sont là. Donc, après l'indépendance, il y a eu l'intervention de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui, sous la demande de Mobutu et d'autres, m'a demandé des avances financières parce qu'ils n'arrivaient plus à générer le cash flow nécessaire à soutenir le Congo, l'infrastructure de santé, etc. Ils ont de très gros problèmes, ils se sont endettés. Mais cet endettement du Congo, c'est vis-à-vis de la Banque mondiale et pas du tout vis-à-vis de la Belgique. Plaider en faveur du rattachement de la Belgique au Congo et reconnaître que l'annulation de la dette de la Belgique envers le Congo passe par un engloutissement de la Belgique dans 80 fois plus grand.
Ce qui, au passage, résoudrait d'un trait de plume l'imbroglio belgo-belge en le remettant à l'échelle congolaise, excellent moyen de le relativiser, voire d'en rire. En disant que le Congo fut un bien mal acquis, nécessitant en retour la restitution de la Belgique au Congo, le collectif manifestement affirme que se contenter de l'indépendance du Congo, c'est s'arrêter à mi-chemin, qu'il faut la pousser jusqu'à la dépendance de la Belgique. En redevenant territoire congolais d'outre-mer, la Belgique retrouve sa légitimité. En annexant la Belgique, le Congo tourne la page de la néocolonisation. Le Congo nous aide à être ce que nous sommes, et réciproquement. Voilà. Alors, en contrepartie, il faut savoir que les Belges ont tout appris aux Congolais. Les 75 ans ou 80 ans de colonisation, comme on appelle, ont été un immense transfert de civilisation, mais de savoir. Les Congolais ont appris les mathématiques, ont appris le français, ont appris leur propre histoire, ils ont appris des tas de choses, ils ont appris à gérer leur pays. Pas oublier que le Congo était géré par 40 000 Belges à l'an 60, mais c'était 1 400 000 Congolais qui travaillaient avec les Belges. Les 13 millions ne faisaient pas partie réellement, ils restaient dans leur village, etc. Donc il faut bien comprendre cet aspect de la colonisation. Je vois qu'il y a des gens qui regrettent un peu le temps colonial ici, d'après ce que j'entends. On aime tous les humains. Ouais, je vois. Dire que les Belges ont tout appris aux Congolais, et d'autres choses encore. En plus, lorsqu'on parle de dette financière, effectivement, que la Belgique a investi au Congo, mais c'était pour qui? C'était pour quoi? Je pense que c'est important aussi de souligner. Je ne pense pas que c'était vraiment pour le peuple congolais. Voilà. Pour ce qui concerne la question de la dette, je suis à 100% d'accord avec mon grand frère Baloufou, que le Congo ne doit rien à la Belgique. Et par contre, la Belgique doit énormément au Congo. Quand il concerne des dettes belges vis-à-vis des Congolais, oui, on peut dire que les Belges ont une dette vis-à-vis du Congo, de par le simple fait qu'ils ont utilisé les richesses du Congo, les richesses naturelles du Congo qui ont été exploitées dont on dit mise en valeur, parce qu'exploiter c'est une connotation négative, ils ont mis en valeur par les Belges, alors que les Congolais n'utilisaient pas ces ressources naturelles. Donc ça a permis d'abord au Congo de se développer. Et pour être bref, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, je pense que ce serait déjà même intéressant que la Belgique se questionne sur le traitement qu'elle inflige aux Congolais qui sont issus de la diaspora ou les Congolais qui habitent ici et qui sont là depuis longtemps. Quel est le traitement qu'ils leur inflige et comment ça se fait qu'à diplôme égal ou à plus grande quantité de diplômes, le taux de chômage touche plus d'Africains issus de la diaspora que la majorité. Mais je pense que c'est une question intéressante et qu'on peut se poser et que ça fait partie de la question s'il y a une question de dette. Merci beaucoup. On passe à la troisième question. Quelle politique adopter envers les nombreuses traces en Belgique, directes ou indirectes, de l'époque coloniale dans l'espace public? Mais commençons par la trace de toutes les traces. Le MRAC, le Musée royal d'Afrique centrale, alias Musée du Congo, alias Musée de Tervuren, fermé, on le sait, au public pour cause de rénovation. En réalité, pour cause de remise au goût du jour, toujours plus et jamais assez politiquement correct, et que, pour sûr, on trouvera dans 50 ans à nouveau poussiéreux, daté, discutable, problématique, néo-colonial, c'est-à-dire faussement ou superficiellement décolonial. Grave erreur. Mieux eût-il fallu le toucher scrupuleusement à rien. Tout laisser en l'état et simplement rebaptiser le MRAC, Musée remarquable de l'art de la colonisation. Le musée était une œuvre d'art, fût-ce de l'art de coloniser, un chef-d'œuvre dans le genre. On est en train de le dénaturer en un outil didactique, pédagogique, diplomatique
Grave erreur. On ne touche pas aux œuvres d'art. L'art ne se corrige pas, n'est pas politiquement correctible. L'art est fort et beau, ou mou et nul. Le braque originel était fort et beau, le nouveau sera mou et nul. Il ne faut ni détruire ni sacraliser les traces coloniales. Alternativement, paraphrasant les mots de Bruno Latour, on va reformuler en quelque sorte les objets, les statues, les mémoires, les sentiments, les traumas, etc., dans de nouvelles installations publiques, de nouveaux récits collectifs. Attention, réassembler ne veut pas dire réintégrer, c'est-à-dire rendre silencieux ces traces coloniales, ni les élever sur un piédestal, mais les transformer. Ce poésis collectif doit recycler les débris coloniaux en éléments constructifs pour bâtir un futur profondément décolonisé et postcolonial. Si vous trouvez cette idée bizarre, regardez l'œuvre de Sami Balogi, Patrick Boudékereza ou Faustin Ligné-Coulard et bien d'autres. Ce sont tous des réassembleurs exemplaires. Déjà, j'avais fait un travail donc, sur le 100 ans de regard belge en 84-85, répertoriant la représentation statutaire, monumentale qu'il y a en Belgique, les statues coloniales, vous trouvez à la Cambre ou ailleurs, où il y a toujours cette position du Congolais qu'on libère des chaînes. On revient à ça. Il n'y a pas eu plus grand esclavagiste que Léopold II. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les historiens belges, c'est dans la bibliographie belge. Donc, est-ce que la Belgique peut-elle continuer à assumer ces passés d'Holocauste? Est-ce que la Belgique, quand nous savons tous que le cortège funèbre de Léopold II a été sifflé, hué ici en Belgique, est-ce que vous êtes prêts à continuer à célébrer votre Hitler? Brûlante question s'il en est donc que celle des traces de l'époque coloniale dans l'espace public. Et telle est donc la brûlante réponse du collectif manifestement. On ne déboulonne pas les statues de Léopold II, par exemple, on les accompagne d'un commentaire avisé, on explique, on resitue, contextualise, comme pour tout catalogue d'exposition digne de ce nom. Et l'on n'omettra pas, en l'espèce, comme l'a révélé Maurice Boécassé-Bofamo, notre empereur regretté du rattachement de la Belgique au Congo, que Léopold II, premier congolais, était donc noir, ce qui change tout. C'est qu'il y a à Tervuren, c'est ce que j'appelle le musée des objets volés. Donc il faut aussi sortir de là. Il faut que Tervuren se mette en place pour rendre les objets volés. Hein? Mais ne posez pas la question, parce que la question habituelle c'est de dire oui, mais si on ne rend pas ça au Congo, ça va disparaître. Non, le voleur ne pose pas la question. Quand il a attrapé un recel, de remettre les objets. Il y a à Tervuren même les têtes coupées des chefs congolais dans les bocaux à Tervuren. Hein? Est-ce qu'on peut continuer à assumer une chose pareille? C'est très bien. Alors, donc l'espace public, donc on a créé maintenant, le 30 juin, ils vont inaugurer une place Lumumba à Matongi. C'est un projet qu'on a lancé il y a 13 ans avec le slogan sur une banderole une place Lumumba à Bruxelles, pourquoi pas, warum nicht, warum nicht. Donc 13 ans après, il y aura une place Lumumba. C'est très intéressant de voir comment ça s'est passé. Ou juste, mais une place Lumumba n'a jamais été le but en soi. Ce projet de la place Lumumba s'était accompagné par la construction de cette bibliothèque. Et donc, la bibliothèque Lumumba, c'est de ça qu'il s'agit de voir la mémoire. C'est pas faire une petite cérémonie tous les 17 janvier, le 30 juin. Il y a du travail à faire, il y a des choses à dévoiler, à étudier. Et donc, la question de la bibliothèque Lumumba est plus importante que la place Lumumba. Oui, il manquait une place Lumumba à Bruxelles. Oui, il y manque encore une statue de Lumumba. Et le collectif manifestement en a présenté le projet magnifique pour la place des Martyrs. Non pour le vénérer, sacraliser, glorifier, conspuer, attaquer, mais pour ne pas y toucher, pour ne plus le fantasmer, le spéculer, l'halluciner, le délirer, le débiner, le diviniser, l'attaquer. Une statue manque de Lumumba pour l'imaginer.
L'art fort et beau sert aussi et surtout à ça, rendre l'irréparable imaginable. Posons-nous cette question de la représentation de l'autre et sortons de l'idée que le PIB du Congo est égal à celui du Canada. Est-ce que le Congolais voyait ça dans son assiette? Les PIB, mais qui connaît qu'est-ce que c'est un PIB? Hein? Donc il faut sortir des chiffres. Le Congo n'a jamais bénéficié aux Congolais. Et cela n'est pas... Sortons des chiffres, allons dans la réalité. Et si nous voulons construire un discours commun, allez, ayons le courage d'affronter la vérité. Sinon, on va être là à se dire on a fait, on n'a pas fait. Non, je pense que la Belgique mérite d'être décolonisée. Et nous, Congolais, on est prêts à vous aider. Je vais revenir à ce qu'on disait de l'écriture de l'histoire à quatre bras, et essayer d'écrire les choses ensemble, que je trouve assez intéressant. Mais je pense qu'on est très très loin de ça à l'heure actuelle, parce que en fait finalement l'écriture a toujours été faite que d'un seul côté en fait. Les textes ou les documents ou les choses qu'on a viennent plutôt du côté européen ou du côté belge et pas forcément du côté congolais. Et lorsque il y a quelque chose qui vient du côté congolais, il y a un problème de mise en valeur quelque part. Et donc moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'affronter, comme disait Balfou, je ne sais pas si c'est d'affronter la vérité ou bien d'écouter l'autre vérité. Et je pense que c'est de ça qu'on manque cruellement ici en Belgique, c'est de laisser l'espace en fait à pouvoir écouter l'autre vérité et de se dire, ben voilà, ça c'est une vérité qu'on n'entend pas ou qu'on entend rarement, parce qu'effectivement c'est une vérité violente, c'est la vérité du côté du clan ou du groupe qui est victime. Donc effectivement, pour celui qui fait partie du clan qui n'est pas victime, cette vérité-là, elle est violente et que d'habitude on n'a pas envie ou on n'a pas forcément envie de l'entendre. Mais ça voudrait, ne pas l'entendre, c'est de nier sa souffrance. Et donc pour moi, je pense que, de mon avis, il faut trouver un moyen de coexistence. C'est-à-dire que ne pas nier que cette vérité atroce a existé et que véritablement un monstre comme, en tout cas de mon avis, un monstre comme Léopold a existé, mais en même temps c'est bien de créer un espace où les choses peuvent se dire, où les choses peuvent se discuter et avoir des moments comme ici, effectivement, où on peut croiser les pensées et croiser les réflexions. Voilà, merci, ce sera tout pour moi. Ce que le collectif manifestement a essayé humblement de dire, c'est de partir du fait que ce que vous appelez de vos voeux est impossible et que ça ne marchera jamais. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette impossibilité d'un jour parler d'un même langage? Une fois que ce panel ce soir l'a tragiquement et admirablement, et je remercie tout le monde, illustré, on ne parlera jamais la même langue. Mais que faisons-nous avec ce constat? Est-ce qu'il y a une voie que vous revendiquez qui est de dire essayons de converger? Je crois que ce n'est pas la bonne stratégie, que si on essaye de converger, ça va jamais aller. Je crois que ce soir l'a démontré, c'est très mal parti. Mais que faisons-nous avec le fait qu'on n'y arrivera pas?